Donc, sans plus tarder, je veux passer la parole à nos deux invités de ce soir qui ont bien voulu nous parler de leur chemin qu'ils ont fait à l'automne 2017, le Camino San Salvador, qu'on entend moins parler. Personnellement, moi-même, j'en avais pas entendu parler. Et ils ont joint ce Camino-là avec le Primitivo, qu'on est très content d'entendre parler parce que justement, le marcheton, on va se retrouver sur ce sentier-là. Ils ont fait un parcours d'environ 120 kilomètres de León à Oviedo et le Camino San Salvador traverse la cordillère Cantabrique. Donc, ils vont nous expliquer ça. On va voir le chemin pour ceux qui ne savent pas exactement c'est où. C'est un chemin quand même physique, vous allez le voir. Ils vont nous en parler. Un chemin de quiétude également, qui offre des paysages à couper le souffle. Vous allez voir, on va vouloir tous partir après la présentation, malheureusement. À moins de se réserver un vol privé et qu'on se fait tous vacciner en même temps, on pourra partir. Donc, le pèlerinage en tout va compter 322 kilomètres de beauté et de solitude. Sans plus tarder, je vous laisse à nos deux pèlerins chevronnés, Aline et Michel. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Tout le monde, on va vous parler, Aline et moi. Moi, c'est Michel, Aline Roy et Michel Chevalier. On est bien heureux de vous parler de deux très beaux chemins de Compostelle que nous avons marchés en septembre 2017. Bon, pour nous, marcher sur les chemins, c'est un grand bonheur. Sur la carte du nord de l'Espagne, vous voyez différents chemins là, du nord de l'Espagne. Nous, on est parti de León pour faire le San Salvador qui traverse la cordillère Cantabrique qui est ici et qui se rend à Oviedo. Et là, nous avons pris le Primitivo qui commence à Oviedo et continue jusqu'à Mélide et il rejoint le Camino Frances et on a continué jusqu'à Santiago de Compostela. Et ces chemins, en fait, pour les Espagnols, San Salvador, c'est un chemin de pèlerinage. Parce que pour eux autres, ils se rendent à la cathédrale San Salvador à Oviedo, où se trouve le suaire qui aurait couvert le visage du Christ lors de sa mise au tombeau. Et en plus, nous, on a divisé le chemin, le San Salvador, on l'a fait en 6 étapes. Et le Primitivo, on a fait ça en 13 étapes. Bon, là, je perdais un peu dans mes notes. Là. Les deux caminos font 443 km en tout. Et puis, ça nous a fait 19 jours de marche, une moyenne de 23 km par jour. On a dit que c'était des chemins physiques, là. Donc, si on additionne tous les dénivelés positifs, on a gravi 12 800 mètres et on en a descendu 13 128. Bon, ici, vous avez le parcours du Camino San Salvador. Le San Salvador, comme on disait tantôt, on traverse la cordillère Cantabrique, on traverse 3 régions, le León, la principauté d'Asturie et la Galice. Et à Oviedo, lorsque vous avez fait le parcours du San Salvador, vous pouvez avoir la Salvadorana, qui est un document comparable à la Compostela. Et en traversant la cordillère Cantabrique, c'est vraiment spectaculaire et c'est un chemin qui est magnifique. Ici, on est à León. Vous voyez une flèche jaune qui indique Santiago. Alors ça, c'est pour soit continuer sur le chemin français ou le prendre. Et l'autre flèche indique Oviedo. Alors ça, c'est le début du San Salvador. À gauche, vous voyez les débalises. Alors, autant le San Salvador que le Primitivo, ce sont des chemins qui sont très bien balisés. Ce sont des chemins physiques, comme on disait, ça traverse des chaînes de montagnes. Donc, c'est peut-être pas les premiers chemins à privilégier si on n'a pas l'expérience de marche en montagne. Comme tous les chemins espagnols, c'est préférable d'avoir quelques notions d'espagnol pour bien se débrouiller.
Quant à l'hébergement, si on veut aller dans les albergues, c'est facile si on suit à peu près les étapes. Bien, il y a des endroits où les étapes sont assez longues et il n'y a pas trop d'hébergement. Alors, ça prend évidemment la crédentiale et puis il n'y a pas de réservation pour les albergues périgrino. Pour les autres types d'hébergement, ben, c'est préférable de réserver 2-3 jours à l'avance. En ce qui concerne l'alimentation, ben, il faut tenir compte des jours fériés, des dimanches, des heures d'ouverture et de fermeture des commerces. Parfois, il y a des longues sections aussi sur des trajets là, où il n'y a pas de possibilité de se ravitailler. Donc, il faut prévoir. Dans certaines auberges, il est possible de cuisiner. Dans d'autres, c'est l'hospitalier ou l'hospitalière qui s'en charge. Mais il arrive aussi qu'on doive aller manger au restaurant le soir. Dans le Léon, comme en Asturie, comme en Galice, on parle d'autres langues aussi. Donc, en Asturie, on parle l'asturien qui est aussi appelé le bablé. Un exemple de prononciation du bablé, il y a une ville côtière qui se dit en espagnol Chichon et en bablé, ça se dit Chichon. Ici, vous avez à gauche un exemple de nourriture, de gastronomie en fait. Autant dans ces trois provinces qu'on a traversées, la gastronomie peut se ressembler. Ici, ça s'appelle une paradilla. En fait, c'est deux versions différentes. C'est des légumes cuits qui sont servis avec des pièces de viande ou des saucisses ou des chorizo. Vous avez deux bouteilles de vin, là, une blanche et une rouge. C'est le Bierzo, donc c'est le vin qui est typique du Léon. Et puis, c'était déjà connu des Romains, ça, il y a 2000 ans. Voilà. Bon, on est arrivé, on a atterri à Madrid le 25 août et il faisait 36 degrés Celsius. On a logé pas loin du temple égyptien de Débod qui a été donné par l'Égypte à l'Espagne lors de la construction du barrage d'Assuan. On est allé visiter la récente cathédrale Santa Maria Real de l'Almudena, juste en face du Palais Royal. Cette cathédrale a été construite au début du 20e siècle. Et Santa Maria Real de l'Almudena, c'est la patronne de Madrid. Après 4 heures de trajet en autobus, on est arrivé à Léon. On a assisté à une messe chantée dans la superbe cathédrale Santa Maria, qui est un chef-d'œuvre des débuts du gothique espagnol. La cathédrale a été construite entre le 13e et le 14e siècle. C'est la seule cathédrale en Espagne à avoir adopté le goût français pour les nefs très hautes et l'ancien est très éclairé. Et Léon est réputé pour ses merveilleux vitraux. Alors ici, vous avez la photo de l'hostal San Marcos. C'est maintenant un parador, donc un hôtel 5 étoiles. Il est érigé sur les restes d'un ancien hôpital de pèlerins qui avait été bâti au 11e siècle. Alors, c'est un grand édifice de 100 mètres de long. Et puis, il est orné à droite d'un fronton baroque devant une église. Ça a été construit au 18e siècle. Puis, si on est bien attentif, là, on voit au-dessus du fronton, puis au-dessus de la balustrade, un semis de coquilles qui sont évidemment les symboles du pèlerinage. Alors, notre première étape sur le San Salvador, c'est le 28 août 2017. C'est de Léon à la Robla. Normalement, c'est un 27 km. Mais nous, on a décidé de sauter la banlieue de Léon, qui n'est pas très jolie, et puis aussi de commencer notre marche un petit peu plus tranquillement. Donc, on est parti le matin en bus. Et puis, on est arrivé à Carbajal alors que le jour se levait sur un très beau paysage. Alors, c'est une journée qui se passe là, par des vieux chemins, très jolis, tranquilles. Et puis, on a passé là, tout près d'un ancien monastère en Pisé.
Alors ça, c'était intéressant. C'était à mi-chemin entre Léon et la ville de Robla. Et puis avant d'entrer à la Robla, ben, on contourne une grande usine thermique et puis les immenses tours réfrigérantes, aéro-réfrigérantes. En chemin, ben, on voit au loin des petits villages qui s'appellent Cabanillas, Cascantes. On a vu aussi des petites choses charmantes, un petit oratoire, mais en bas, un peu morbide. Donc, c'est deux mains qui sortent du sol, deux mains de fer noir et qui tiennent une croix. Alors là, on espérait que ce n'était pas de mauvais augure. Ça, c'est l'albergue de Peregrinos à la Robla. On est arrivé là vers 1h30, 2h de l'après-midi. Un peu plus tard, il y a un groupe d'Espagnols qui est arrivé. Et puis, bon, ils étaient bien sympathiques, mais ils faisaient beaucoup de bruit, ils prenaient beaucoup de place. Alors, nous, ça nous fatiguait un peu, cette histoire-là. Mais quelques jours après, sur le chemin, on a appris qu'il y a un de ces pèlerins-là qui était en phase terminale d'une maladie. Et ses copains l'accompagnaient pour un dernier pèlerinage. Alors ça nous a bien touchés, puis ça nous a donné une petite leçon d'humilité aussi, qu'il faut faire attention à ne pas juger les gens sur leur comportement. On est parti très tôt le matin de la Robla pour Poladura de la Tercia. C'est un 24 km. Et en sortant de la Robla, bien là, il y avait un aqueduc qui a été construit sur les restes d'un aqueduc romain, El Ancaniao, qui a été utilisé pour irriguer les champs environnants de la Robla. Ça a été construit au 17e siècle. Bon, en marche, là, on commence à grimper. Là, vous voyez un peu le paysage. C'est un paysage assez minéral et avec des vues splendides, avec des belles vues panoramiques aussi. Bon, là, avant d'arriver à l'Alto Forcada de San Altón, à 1462 mètres, on a surplombé la gorge de Rodiesmo. C'est vraiment spectaculaire, ce coin-là. Rodiesmo, auparavant, c'était une rivière qui coulait dans le fond, mais qui est complètement asséchée maintenant. Et là, bon, dans la cordillère, quelque part, là, comme vous pouvez voir, là, le paysage est c'est un paysage de montagne. Là, ici, on voit des vaches, là, à votre droite, là. Et après une bonne descente, on a fait une descente assez vertigineuse, là, jusqu'à Poladura de la Tercia, par des sentiers entre les pins, puis dans les champs. On est arrivé un petit peu raqué à Poladura, mais on a logé là à l'hostal rural El Ambrujo. C'était très simple, mais on avait une salle de bain privée. C'était merveilleux. Alors ça, c'est notre troisième étape sur le San Salvador. C'est de la Poladura de la Tercia à Payares. Payares, c'est en Asturie. Alors, c'est un 16 km. On part tôt de l'albergue ce matin-là et ça part tout de suite en montant et ça monte. Alors, on monte jusqu'à l'Alto de Los Romeros, où il y a une croix jacquère qui est érigée à 1452 mètres. De là-haut, on est arrivé là vers 10 heures du matin, puis là, il y a de la brume qui se lève des vallées environnantes. C'est vraiment de toute beauté, là. C'est merveilleux comme paysage. Par la suite, on va dévaler une pente par des alpages. Et les alpages sont très, très jolis. C'est de la bruyère. Et puis, après, évidemment, il faut remonter. Donc, au Canto de la Toussa, qui culmine à 1572 mètres. Sur ces montagnes-là, ce sont des alpages. Alors, il y a des animaux qui paissent et puis ça ne les dérange pas du tout de nous voir passer. Par la suite, on va remonter à Busdongo de Arbas.
C'est à 1257 mètres. Et là, quand on arrive là, il fait froid. Et donc, on arrête là au bar Casai Maragato pour se réchauffer, mais à manger un petit peu, là, une omelette, prendre un café. Là, il y a déjà des pèlerins, des Espagnols qui sont là. Alors là, il y a deux choix qui s'offrent à nous. C'est de continuer par la route qu'on voit devant l'hôtel, qui est la N630, ou bien de monter en arrière de l'hôtel sur une montagne. Quand on était rendu en haut de la montagne, ben, on voit à gauche, là, sur l'image de gauche en bas, une espèce de construction qui nous apparaît assez étrange. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais il y a une voie ferrée. Alors, on a appris plus tard que cette région-là, c'est une région d'avalanche. Alors, c'était pour protéger les trains des avalanches. Alors, quand on est sur le haut de la montagne, ben là, on redescend par une pente très raide, herbeuse, sous les pylônes. Et puis, à peu près à 3 km plus loin, on traverse la N630 et puis là, on entame une autre descente, mais cette fois-là, vertigineuse, à 400 mètres en descente en ligne droite sur des petits cailloux qui roulent sous les pieds. Alors moi, là, j'ai vraiment paniqué. J'avais peur de tomber, j'avais peur de me fracasser en bas. J'étais plus capable d'avancer. Alors là, Michel, il ne savait pas trop quoi faire. Alors il me dit, ah ben regarde, il y a des vaches là sur les pentes et puis elles broutent tranquillement. Alors bon, ben, je me suis enlignée sur les vaches et puis j'ai fini par y arriver. Alors, en arrivant en bas de la côte, il pleuvait à Sio. Là, il fallait remonter à Parayes. Donc, là, comme il pleuvait très fort, ben, on s'est dépêché d'aller à la Posada Real, tout au bout du village, qui était un gîte neuf et super propre. Donc, c'était quand même agréable. Pour le soir, ben, comme il n'y avait pas de resto dans le petit village, on est allé manger à l'albergue un petit peu plus bas. Bon, notre quatrième étape, c'est de Pajares à Bendueñas. C'est une marche de 26 km. On est parti dans le brouillard le matin. On a eu une descente assez abrupte jusqu'à San Miguel del Rio, qui est un petit hameau agricole qui était assez délabré. Et on a traversé plusieurs petits hameaux là, à l'abandon, là, Santa Marina, Llanos de Sumeron, Campomanes, pour en nommer quelques-uns. Là. Mais c'est des endroits assez abandonnés, disons. Voici les petits villages qu'on a traversés. Vous avez en haut les Oreos asturiens, qui sont beaucoup plus gros que les Oreos de la Galice. Et les Oreos, ben, ils sont construits sur des pilotis de béton ou de pierre, avec une grosse pierre plate dessus pour empêcher la vermine de monter pour aller manger les grains. Puis habituellement, c'est évidé en dessous. Ici, on le voit un petit peu, là, c'est vide en dessous. Et vous avez un peu la vie campagnarde de cet endroit. Bon, les forêts de châtaigniers qu'on a traversées, des super forêts, quelques petits hameaux là, que vous voyez à votre droite. Puis là, on est arrivé à l'albergue Donativo de Sandra, à Bendueñas. Il fallait monter à peu près 1,5 km et ça grimpait assez raide. Et là, ça baignait dans un décor des années 70. Et Sandra, qui était vraiment charmante comme hospitalera, elle nous avait concocté un souper de fèves, une soupe de fèves et un riz au pesto qui était vraiment délicieux. Il faisait froid dans le gîte, mais comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup de couvertures, ça fait qu'on s'est bien réchauffé avec les couvertures, puis on a eu beaucoup de plaisir. On était juste 4 dans le gîte. 5e étape sur le San Salvador, c'est de Bendueñas à Mieres, c'est un 27 km.
Alors, c'est une journée où il y a quelques bonnes petites côtes à monter, puis quelques descentes aussi. Mais ça se déroule en grande partie sur l'asphalte avec en prime le bruit de la nationale. On va longer de temps à autre le Rio Caudal, puis on va arriver à Mieres, qui est une ancienne ville minière. Mais on a dévié un peu du chemin traditionnel pour aller voir sur une colline, l'Ermita Santa Cristina de la Lena. C'est un monument pré-roman asturien. Ça date de 800 quelque chose, là, je ne vois plus le truc. Tu peux le monter. Oui, de 852. Et puis, elle aurait probablement une origine wisigothe. Quand on est arrivé là, c'était très joli parce que, bon, il faisait soleil, mais il y avait des chevaux magnifiques aussi qui étaient en liberté là, tout autour de l'ermita. Ici, on est arrivé à Mieres. Alors là, on arrête dans une cidreria pour prendre un petit goûter. Le cidre, c'est la boisson typique des Asturies. Et puis là, on voit un personnage là, qui a la bonne façon de verser le cidre en tenant la bouteille très haut. Bon, ça, ce que ça fait, c'est que ça ferait développer des petites bulles de dioxyde de carbone qui donneraient tout son arôme au cidre. Ici, c'est la Plaza de Riquejo, c'est la grande place de Mieres. Alors, c'est une illustration d'architecture traditionnelle asturienne. On voit les maisons là, avec les balcons vitrés. Autrefois, la place abritait un marché aux bestiaux puis aux céréales, mais maintenant, c'est des restaurants puis des cidreries qui ont remplacé le marché. Des photos de l'albergue municipal de Mieres, bon, qui est un peu basique. D'ailleurs, quand on est arrivé le soir, on était sorti pour aller souper. Quand on est revenu vers 10 heures le soir, il n'y avait pas d'électricité. Et ça, c'est le souper qu'on a pris dans une pulperia avec nos copains anglais, alors Maïté et Michael, des gens d'Angleterre, donc avec qu'on rencontrait souvent le soir. Là, on était dans les mêmes hébergements. Alors, on a mangé du poulpe, des patates, on en mange beaucoup en Asturie, et puis, du bon vin. Ça a été une soirée charmante, en très bonne compagnie. Samedi, le 2 septembre, c'est notre 6e étape et notre dernière étape sur le San Salvador. C'est un 19 km jusqu'à Oviedo. Et on est parti assez tôt de Mieres pour se rendre à l'Alto del Padrón. Et en se retournant, on avait une belle vue de Mieres qu'on voit dans le fond de la vallée. Et Aline, elle, là, quand elle voit un âne, il faut y faire des mamots. Il faut que je donne des beaux becs. Bon, ici, vous avez un pont médiéval qui est abandonné, qui enjambait autrefois le Rio Nalón, mais le Rio a bifurqué, il ne coule plus tout près. Et à côté, le Palacio Bernaldo de Quiros, c'est avec la tour Muniz. Cette tour, c'est une tour pour défendre le pont moyenâgeux, parce que c'est un pont à péage. Bon, en cours de route, là, les maisons, la grande habitation à la grande photo, ça, c'est à Oviedo. C'est le marché du Fontane. C'est une super belle place à Oviedo. Et vous avez un Oreo vraiment traditionnel là en bas. Là. Bon, là, Maïté et Michael, le dimanche matin, ils retournaient en Angleterre. Mais Maïté est d'origine basque, espagnole. Elle vient de Hondarribia, une petite ville juste en face d'Hendaye. Elle nous a dit, je vais vous faire un petit goûter façon basque. Fait que c'était du pain de blé entier. On avait du pain avec du fromage local, des noix de Grenoble fraîches et du membrillo, qui est une pâte de coin sucrée. Et bien sûr, tout le temps, un petit peu de vin pour prendre avec ça. Ça fut un beau repas pour le départ.
Nous sommes allés à la cathédrale d'Oviedo, que vous voyez en haut, là. C'est la cathédrale San Salvador. Et dans l'après-midi, il y avait comme une fête. Les gens étaient costumés, il y avait de la musique, il y avait 36 affaires. C'était vraiment charmant. On va vous faire la gaïta asturiana. C'est une cornemuse qui explique en Asturie. On va vous faire écouter un petit extrait de, de ce qu'on a entendu. La culture musicale et la danse traditionnelle des Asturies, c'est fortement influencé par le folklore celtique, un petit peu comme on voit dans le nord, en Galice et dans le nord de l'Espagne. Dans l'après-midi, on a pris l'autobus pour aller vers le mont Naranco. Et sur les flancs du mont Naranco, il y avait de très jolies chapelles, là, la chapelle de Santa Maria del Naranco et San Miguel de Lillo. C'est à peu près 4 km vers l'ouest de Oviedo. Et ces chapelles-là, bon, c'est des chapelles qui ont été construites pré-romanes. Alors, vous avez une image ici, une carte du Primitivo, donc qui part de Oviedo, qui se rend jusqu'à Mélidée, et ensuite on prend le Camino Frances pour se rendre à Santiago. C'est un 321 km. Le Primitivo s'appelle comme ça parce que, ou c'est le chemin primitif, c'est la première route qui avait été tracée au 9e siècle pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est le roi Alphonse II, le Chaste, qui était le prince du royaume des Asturies, qui a pris ce chemin pour visiter la tombe de l'apôtre qui avait été découverte quelques années plus tôt. Alors lui, ce monarque-là, il a joué un rôle important pour renforcer le pèlerinage à Compostelle. C'est un trajet jusqu'à Lugo, là, qui est dans des hautes montagnes. C'est un trajet très physique, mais c'est tellement beau en raison des paysages et puis de la variété de l'environnement. C'est aussi très peu touché par la modernité. Là, c'est notre première étape, donc sur le Primitivo, le 4 septembre 2017. C'est de Oviedo à El Escamplero. C'est un 13 km, mais comme vous voyez, là, le profil est assez... il y a des montées et des descentes. Et on va loger à El Escamplero, à l'alberguer municipal, qui est finalement une ancienne école. Et puis là, en bas, vous voyez une amie qu'on a rencontrée en chemin. Alors, une vue panoramique magnifique sur la cordillère Cantabrique qu'on vient de traverser. Et chemin faisant, on aurait voulu visiter là, la petite église qui est toute mignonne là, de Santa Maria de Loriana du 12e siècle, mais malheureusement, elle était fermée. Et en bas, ben là, j'attends mon repas au restaurant El Tandejón de Fernando, donc à El Escamplero. Et là, Michel qui contemple le très beau paysage. Pour notre deuxième étape, ben, ça va être de El Escamplero à Cornellana. Nous allons coucher au monastère San Salvador, qui a été fondé en 1024 sur les bords du Rio Narcea. Nous allons faire 26 km cette journée-là. On est parti à la noirceur vers 6h30, puis on a déjeuné à Peñaflor, à peu près 10 km plus loin. Et on remarque des choses typiques en cours de route, là, le bois de chauffage que vous voyez qui est super bien cordé et abrité.
Et on a vu un épouvantail très original, fait de plumes, de cornes de vache et d'un crâne. Pas un crâne humain, là, un crâne de bouc, je pense. À La Doriga, c'est un petit village où il y a eu des fouilles archéologiques qui ont révélé la présence humaine qui remontait à des temps préhistoriques. Ils ont trouvé aussi beaucoup de vestiges romains à cet endroit-là aussi. Notre arrivée à Cornellana, on voit le monastère San Salvador, qui est composé de plusieurs édifices de style roman, dont la construction a débuté au 2e siècle. Il y a l'église San Salvador et le monastère qui ont été rénovés au 17e et 18e dans le style baroque. Des messes se disent encore dans l'église. Et le monastère, c'est un centre d'études sur les chemins de Saint-Jacques et ils accueillent les pèlerins. Voici l'alberguer du monastère. Il y a une belle corde à linge, plein de vêtements de pèlerins qui ont lavé leur linge en sueur. Et n'ayant pas assez marché, après avoir mangé, on est parti pour découvrir la région. Ça vous donne une idée de la beauté des paysages environnants le monastère. Troisième étape sur le Primitivo, donc c'est de Cornellana à Bodenaya, c'est un 20 km, mais en montant. Alors, on va partir le matin dans le brouillard et puis on va avoir une belle vue là, sur Cornellana. Et en même temps, sur l'autoroute, là, c'est toujours très impressionnant, les autoroutes en Espagne. Et le soir, on va, l'après-midi, finalement, on arrive à l'albergue Peregrino de chez David, après 20 km de marche. Chemin faisant, on passe dans la petite ville de Salas. Vous avez à gauche la collégiale Santa Maria la Mayor. C'est un édifice imposant. Elle est dans la partie ancienne de la ville, puis sa construction a démarré au 16e siècle, puis elle a subi plusieurs transformations au fil des ans. Et puis, à droite, vous voyez la maison de palais de Fernando Valdés Salas. Alors, c'est pour d'après lui que la ville s'appelle Salas. C'est un monsieur qui a vécu de 1483 à 1568. C'est le fondateur de l'Université d'Oviedo. En 1547, ce monsieur a été nommé à la tête de l'Inquisition espagnole et il a bien fait sa job parce que d'après les historiens, il a été très cruel, pratiquement le plus cruel de tous les inquisiteurs. Ici, vous avez des images des chemins pour se rendre à Bodenaya. En haut, un peu le type de construction. Et les deux images du haut, c'est l'intérieur du gîte de David là, à Bodenaya. Alors, voici notre David. Alors, David, c'est ça. Il gère un albergue privé. Mais de tous les albergues, là, où est-ce qu'on est resté, c'est là que c'était merveilleux parce qu'il est tellement recevant, il est tellement accueillant, il est tellement sympathique, généreux. Moi, je conseille à tout le monde qui fait ce chemin-là d'arrêter à Bodenaya, d'y passer la soirée, la nuit. Ça a été une halte absolument merveilleuse dans l'amitié. Lui, ce gars-là, là, c'est la magie des chemins de Compostelle. Là. C'est vraiment le rêve. Le lendemain, je vais vous faire écouter ce que David nous a mis pour nous réveiller. Oups là. Ça veut pas partir. Ouais.
Après ce réveil, tout en douceur, grâce à David, on a eu un bon déjeuner chez lui. Et là, on a entamé une forte montée vers la Espina. Cette journée, c'est une journée de 26 km jusqu'à Campiello. Et faut dire que sur le Primitivo, les Espagnols, comme on dit en espagnol, gravir une côte se dit subir. Mais je peux vous dire que sur le Primitivo, on a subi souvent. Ici, c'est la petite ville de Tineo. C'est une ville historique et minière. Ben, plus maintenant, là. C'était un endroit important pour les Romains parce que c'était une zone où il y avait beaucoup des gisements abondants d'or dans cette région. Maintenant, il n'y a plus d'activité minière. Et la photo à votre droite, on voit encore qu'on peut acheter des sabots asturiens. Les sabots asturiens ont comme deux pointes en bois, des talonnettes en bois. Pour travailler dans le jardin. Eh oui. Bon, en cheminant, là, vous voyez un peu les types de construction, une petite chapelle et des pèlerins là, espagnols. Là. Et les beaux chênes verts qu'on voit un petit peu partout en Asturie avec des paysages bucoliques. Et là, on est arrivé à la Casa Hermina à Campiello. C'est une alberguée privée et qui reçoit les touristes et les pèlerins. L'esprit n'est pas tout à fait le même que ce que nous avions vécu la veille. À Campiello, cependant, Angela, une jeune pèlerine espagnole qui marchait sur les côtés de la route, s'est faite frapper par une voiture. Elle a été hospitalisée et a dû subir une chirurgie. C'est moins sa blessure qui la déçoit, mais le fait de devoir arrêter son pèlerinage. Nous-mêmes, les autres pèlerins, on a été ébranlés par cet accident. En fait, le long des grandes routes espagnoles, il faut être prudent. 5e étape sur le Primitivo, c'est de Campiello à Berducedo. C'est un 27 km. Et c'est notre plus belle journée de marche. Ça a été vraiment magnifique. Alors, il y a 2 possibilités. On peut suivre le Camino par la vallée ou bien monter là, sur les crêtes. Ça s'appelle... on quitte à Borès, le Primitivo, pour emprunter la Ruta de los Hospitales. C'est ça. Donc, ce sont des crêtes qui étaient empruntées par les anciens pèlerins pour éviter le fond de la vallée. Parce que dans le fond de la vallée, il y avait des forêts. Puis dans les forêts se cachaient des brigands qui détroussaient les pèlerins. Donc, sur ces montagnes-là, c'est des montagnes qui sont assez dénudées. En fait, il n'y a pas vraiment d'arbres. Donc, là, ils pouvaient voir venir de loin. C'est 1300 mètres de dénivelé par les montagnes. Puis, on va aussi voir des anciens hospices de pèlerins en ruine. Et puis, on va arriver à l'albergue Primitivo de Berducedo. Alors ici, on voit, là, il était à peu près 10 heures du matin. C'était un beau soleil, puis il y avait la brume là, qui se levait des vallées tout en bas. C'était un spectacle absolument magnifique. Et on marchait avec un Espagnol. Lui, ça l'a tellement ému là, qu'il s'est mis à pleurer. En bas à gauche, vous voyez une ruine d'ancien... voyons... Hospice. Et on va passer dans le village de Montefurado, qui a l'air aussi d'une ruine, mais qui est quand même habité. Et là, vous voyez comme c'est beau, c'est extraordinaire. C'est des montagnes à perte de vue. On voit les sentiers là, qui courent sur des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment de toute beauté. On passe par des cols, le col de la Marta et d'El Palo. Ce sont des alpages. Et puis, à la prochaine image, là, on va voir les animaux, là, des chevaux là, qui sont en liberté dans ces belles montagnes. Là. Ça a été une journée spectaculaire.
Notre sixième étape, c'est de Berdu-Cedo à Grandas de Salim. C'est 21 kilomètres. C'est notre dernière étape dans les Asturies parce que le lendemain, on va rentrer en Galice. Bon, quand on a passé dans ces coins-là, on a traversé des paysages de forêt, des landes désertes. Et après Bouspol, que vous voyez ici, après Bouspol, on a eu une bonne descente dans une forêt qui a été incendiée en avril 2017. Et là, au travers de la forêt, on voit le Rio Navia, là, qui est retenu par le barrage de Grandas de Salim. À côté, vous avez le vestige du village de Salim qui a été inondé lors de la construction du barrage. Le barrage de Grandas de Salim a une hauteur de 128 mètres. Ce n'est pas un énorme barrage, mais quand même, c'est spectaculaire. Et lorsqu'ils ont fait, le barrage a été, la construction a débuté en 1946. Il a été inauguré en 1954. Ça a changé le paysage à jamais dans cette région. Il y a eu 14 villages qui ont été engloutis. Il ne faut pas oublier qu'on était à l'époque de Franco, puis Franco, ben, il passait avec le bulldozer. Bon, ça vous donne une idée, c'est très beau quand même, là, c'est superbe. Et après avoir traversé le barrage, on a monté sur la route pour se rendre à l'hôtel ici de Grandas de Salim. Ben, en fait, c'est Las Grandas de Salim, où on a mangé un petit peu, avant de continuer de gravir la côte pour se rendre à Grandas de Salim. C'est un 6 km de route. Bon, ben, des Oreos là, à l'entrée de Grandas de Salim, un rucher traditionnel fait avec des bûches évidées. Et à Grandas de Salim, on a couché à l'albergue privé de la Casas Sanchez. Septième étape sur le Primitivo, donc c'est de Grandas de Salim à Fonsagrada, c'est un 28 km. Alors, on va entrer en Galice par le col de Acebo à 1030 mètres. Et à cet endroit-là, il y a une borne jacquère qui donne le compte à rebours pour Santiago. Donc, il reste 170 km à faire. C'est un 28 km de marche. Puis le dénivelé de la journée, c'est 878 mètres. On va s'arrêter le soir à l'Albergue Cantabrico à Fonsagrada. Fonsagrada, c'est la plus haute ville de Galice, à 952 mètres. Et puis, elle serait née autour d'une fontaine sacrée. À droite, vous voyez un fermier là, qui porte une très grosse brassée de choux. Alors ça, c'est une culture traditionnelle en Galice. Ce chou-là, c'est l'ingrédient de base pour faire le caldo gallego, qui est une soupe à base de choux et de pommes de terre. On voit ça aussi au Portugal, et au Portugal, ça s'appelle le caldo verde. Ici, c'était juste avant d'entrer en Galice, c'est à Peñafonte, dans les Asturies. Alors, on était à 847 mètres de haut, puis c'est un endroit très venteux, donc idéal pour les éoliennes. La Galice est située tout au nord-ouest de l'Espagne et au nord du Portugal. C'est une communauté autonome. On y parle l'espagnol, mais aussi le galicien qui est enseigné dans les écoles. Et puis, dans certaines villes et villages frontaliers du Portugal, on parle aussi le portugais. Ici, en Galice, ils ont gardé plusieurs éléments traditionnels, dont les clôtures de pierre levée, que nous, on trouve très jolies. À droite, vous avez des éléments de la gastronomie. La Galice compte 1300 kilomètres de côte, donc elle fait une belle part aux fruits de mer. Donc ça, c'est un plat de poulpe. À gauche, vous avez l'Albarino. Oui, l'Albarino, donc le vin blanc qui est très apprécié des pèlerins. Et vous avez aussi ce qui est apprécié des pèlerins, la tarta de Santiago, qui est à base d'amandes. Avec la couette de... Oui.
Ici, c'est un détail, on est à Fonsagrada, c'est dans l'église Santa Maria, et c'est un détail du retable naïf polychrome de l'église, alors où on voit trois anges sympathiques. Notre huitième étape, c'est de Fonsagrada au Cadavo. C'est 27 km qu'on a fait dans la pluie et le brouillard, mais pas tout le temps, là, mais une petite bruine occasionnelle. Et on est arrêté au Cadavo, à l'albergue Porta Santa. Comme vous pouvez voir, là, on voit vraiment la brume là, sur le chemin. Et vu qu'on était à l'automne, ben ici, vous avez une culture de potiron ou, je ne sais pas, là, de courge, en tout cas, qui était prêt à être ramassé. Bon, chemin faisant, vous avez quand même, les paysages sont splendides, même s'il pleut. Et en bas, c'est une petite chapelle commémorative à l'alto de Montuto, où auparavant, il y avait un ancien hôpital pour pèlerins. Maintenant, c'est des ruines. Et c'est une région qui n'est pas tellement habitée. Puis là, on a aperçu différentes constructions assez intéressantes, en toit de chaume, entre autres, qu'ils appellent dans ce coin-là les payosa. C'est vraiment une tradition, une construction traditionnelle de cette zone montagneuse. Ils utilisent aussi beaucoup le schiste noir pour couvrir les toits. Ici, à Paradabella, vous avez une palosa, là, une superbe palosa, qui est vraiment une tradition celtique pré-romaine. Et on en voit aussi sur le Camino Frances. 9e étape sur le Primitivo, donc c'est de Haut-Cadavo à Lugo, 30 km. Bon, quand on part le matin, il pleut à verse, mais bon, ça va être un peu gris toute la journée. Mais cette journée-là, on a tenu un rythme de 5 km/h par des montées et des descentes, comme vous pouvez voir. Et puis, on est arrivé à Lugo, à la Casa de Chanca, à 13h40. Mais là, j'avais marché un peu trop vite, donc j'ai commencé à développer une périostite. Ici, on arrive à Lugo, et puis Lugo est entouré et cerné par une muraille romaine sur 2,3 km. Cette muraille-là, elle date des 3 et 4e siècles, puis c'est la seule au monde à être intégralement conservée. En fait, il reste 71 tours sur les 85 d'origine, puis elle compte encore 10 portes. Il y a 2000 ans d'histoire derrière ces massifs remparts de Lugo. Elle est faite de pierres d'ardoise et de granit, donc ça lui donne une beauté mystérieuse. À gauche complètement, vous voyez une partie de la cathédrale. Vous avez la porte aussi de Saint-Jacques là, qui mène à la cathédrale. Le dessus de la muraille, donc le tour de garde a été transformé en promenade. Donc, on peut circuler là, tout le long et puis admirer aussi toute la ville et les constructions là, qui ressemblent un peu. En fait, il y a des galeries vitrées. Ça ressemble un peu à ce qu'on voyait dans les Asturies. En bas, deux personnages là, qui rappellent l'origine romaine de Lugo. D'ailleurs, à l'époque romaine, ça s'appelait Lucus, et Lucus, ça veut dire forêt sacrée. Alors là, on voit une section, oui, de la cathédrale Santa Maria qui a été construite en style roman au 12e siècle et qui a été transformée par la suite. Là, la construction s'est poursuivie. Alors là, maintenant, ben, il y a du style gothique, baroque et néoclassique. À droite, vous voyez une statue, c'est la Virgen de los Ojos Grandes, ça veut dire la Vierge aux grands yeux, qui est la patronne de Lugo. Bon, pour notre 10e étape, c'est de Lugo à Ponte Ferreira. C'est une marche de 27 km. Puis, le moment fort de la journée, ça a été vraiment l'albergue. On a couché à l'albergue Anave, qui est une albergue moderne, mais très, très propre et
superbe. Là, c'est un superbe bel endroit pour coucher. Et là, ben, on a retrouvé plusieurs pèlerins qu'on croisait continuellement, qu'on se retrouvait dans les albergues. Entre autres, un petit couple d'Espagnols. La jeune femme considérait Aline comme sa maman. Elle aimait beaucoup Aline. Puis il faut dire que, comme on peut voir sur la photo en haut, que l'affection était pas mal réciproque. On a eu vraiment beaucoup de plaisir ce soir-là à cet albergue. Et l'Hospitalière nous avait préparé une immense paella de fruits de mer. Mais malheureusement, il manquait de zeste, c'était pas tellement goûteux, mais en tout cas, c'était roboratif. On l'a mangé avec joie. En cours de route, là, vous avez une vue de l'église San Vincenzo do Borgo. C'est un exemple du baroque galicien, là, comme on voit là, le fronton, là, on le voit bien, avec le clocher très élancé, avec le lanterneau en arrière. Et on est arrêté au bar rural Parayada à Seara, excusez mon espagnol, pour déguster du fromage frais et du miel sur du pain maison tout chaud. Ça a été un vrai délice. Et puis, comme vous pouvez voir, c'est à la bonne franquette. C'est des fermiers qui tiennent ça, c'est super. Et le bar est ici, là, dans cette grosse maison là, en arrière. Et chemin faisant, là, vous voyez un peu les forêts qu'on traverse et les oréos typiquement galiciens, là, sur son piédestal ici. 11e étape sur le Primitivo, c'est de Ponte Ferreira à Buente. C'est un 26 km, donc c'est ça, c'est plein de petites montées, de descentes, de petites montées. On va traverser des petits villages aussi dans un beau petit paysage de collines. Et puis, sauf qu'à l'idée, ben là, on tombe des nues parce qu'on se mêle au flot des pèlerins du Camino Frances. Et puis là, ben, c'est fini, hein, la tranquillité. On va marcher cette journée-là sous une petite pluie légère. Et puis, on va s'arrêter à l'albergue Buente dans le village du même nom. Alors, vous voyez ici, il n'y a plus là, les deux images de gauche. Et puis, en même temps, le soleil sort. Alors, ça fait ressortir les couleurs. Ça fait des paysages absolument splendides. On voit aussi en bas à droite, là, puis en haut, les petits chemins là, sur lesquels on va marcher cette journée-là. À gauche, l'église Saint-Jacques de Buente. Alors, c'est un clocher typique, on appelle ça un clocher peigne. Là, il y a juste 3 dents, mais souvent en Espagne, on va voir des clochers qui en ont 4-5 dents. Bien évidemment, il faut arrêter là, quand on voit un petit café. Alors, on est arrêté au café Aceixas pour se donner un petit peu de carburant. Là, nous allons on approche de plus en plus de Santiago. C'est une marche de 25 km jusqu'à Santa Irene. Nous allons arrêter à l'albergue Santa Irene. Et là aussi, c'est une journée de petite montée, petite descente. Là, vers la fin, en arrivant à Santiago, c'est assez plante, disons. Mais là encore, ben là, c'est la foule de pèlerins qui soit ils nous précèdent ou ils nous suivent. Beaucoup de vélos, beaucoup d'autobus qui arrêtent pour domper, j'étais pour dire domper, mais en disant faire descendre des pèlerins qui vont faire le 100 km restant pour se rendre à Santiago. Là, le CAM et le CHAM du Primitivo sont vraiment rompus. Et la périostite d'Aline est de plus en plus douloureuse. L'albergue, c'est un albergue privé de Santa Irene. C'est une super belle place pour arrêter avant d'arriver à Santiago. C'est un lieu très calme et très, très propre. On a même des serviettes qui nous sont prêtées. Et les lits, c'est super. Et là, c'est notre dernière étape, la 13e sur le Primitivo, la dernière. Donc, c'est le 16 septembre 2017. Normalement, c'est un 22 km à pied. Nous, on avait loué là, à l'Albergue Stamp.
Mais moi, j'ai tellement mal à la jambe que, veux pas, les 2 derniers kilomètres, là, je ne pouvais plus les faire. Donc, on a appelé un taxi. Mais comme toujours, quand on arrive à Santiago, on est content, on est ému, on est fier de ce qu'on a fait. Alors, les prochaines, c'est ça. Là, un autre petit café matinal juste avant d'arriver. À Ménal, oui. Et des images de Santiago, donc une partie de la cathédrale, Saint-Jacques, une petite sculpture naïve. Bon, le Botafumeiro qui file à 45 km/h. En haut, alors c'est nous devant la cathédrale, mais ça, c'est pas en 2017, c'est en 2010, parce qu'en 2017, la cathédrale était en réfection, donc elle était couverte de toiles et puis d'échafauds. En haut à gauche, un monsieur, là, un pèlerin avec sa coquille sur le front et puis son beau chien noir. C'est un monsieur qu'on avait rencontré, ça, sur les hauteurs de Grandas de Salim. On avait discuté avec lui et puis on était tout contents là, de le revoir avec ses amis là, à Santiago. Là, vous avez aussi des images de la Capilla de las Animas et du marché Eal Abastos de Santiago. Donc, ça, ce sont c'est des monuments qui sont dans le vieux Santiago, là, dans le centre. Ici, c'est l'église. En fait, c'est le tympan roman naïf de l'église San Fils de Solovio, qui serait la plus ancienne église de Santiago de Compostela. Il y aurait un ermite nommé Paio ou Pelayo, selon la légende, qui aurait demeuré dans ce temple-là. Et puis lui, il aurait été le premier à avoir connaissance des restes de l'apôtre Saint-Jacques dans un rêve. Bon, alors, de nos jours, il reste seulement la façade romane de cette église-là. Mais là, il y a un clocher. Le clocher a été construit au 18e siècle et puis il a été beaucoup copié dans toute la Galice par la suite. On est resté 3 jours à Santiago pour se reposer, mais pour permettre aussi à la périostite de se calmer un peu. Alors, ce repos-là, puis pas de sac à dos, ça m'a permis de récupérer très rapidement. Bon, comme on dit, là, une fois qu'on a la piqûre des chemins de Compostelle, là, il n'y a aucun antidote connu. Et en ce qui nous concerne, nous sommes très joyeusement infectés jusqu'à la fin de nos jours. Peut-être qu'on va continuer avec des déambulateurs, je ne le sais pas, mais on est contaminés. Bon, Michel et moi, on a tellement apprécié ces 2 merveilleux chemins là, qui nous ont apporté du calme, de la beauté, de la liberté, de la communion avec la nature, avec les autres pèlerins, puis avec nous-mêmes aussi. Alors, c'est comme ça qu'on termine notre présentation de ce soir. On vous remercie infiniment d'avoir écouté notre témoignage et puis de votre patience. Alors, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Effectivement, Aline et Michel, il y a des questions. Je pense que Christian a fait une compilation. Merci beaucoup. Écoute, à un moment donné, j'étais avec vous sur le chemin. Là. J'étais partie, moi aussi. Je viens de revenir au Québec soudainement. Eh bien,